Économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, apaisement en vue dans le dossier de la dette grecque. L'accord conclu sur un troisième plan d'aide ouvre la voie à 85 milliards d'euros de prêts sur 3 ans. Vont-ils sortir Athènes de son enlisement? Une chose est sûre, Tsipras ou pas, l'austérité n'est plus un choix ni une option. Les détails du compromis dans un instant. Et puis c'est le dossier du jour, la Chine qui vacille. Est-ce plus qu'une simple impression? La Banque centrale chinoise a abaissé ce mercredi le niveau de référence de sa monnaie, le yuan. C'est la deuxième fois en 2 jours. Beaucoup de questions forcément sur ces mesures, loin d'être anodines. Franck Khalifa et Laurent Hatchouel en débattront dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Mais d'abord, le reste de l'actu éco-international en images. On commence par un indicateur et une déception pour la production industrielle en Europe. Elle a diminué pour la zone euro de 0,4% en juin, en comparaison avec le mois de mai, moins 0,2% si l'on considère l'ensemble des 28 pays de l'UE. En revanche, sur un an, cette même production industrielle reste en augmentation, plus 1,2% pour la zone euro et plus 1,7% pour les 28. On reste malgré tout en dessous des attentes. Notez aussi que c'est ce matin que l'Agence spatiale européenne a signé le contrat de développement d'Ariane 6, le futur lanceur européen. 3 contrats en réalité avec le CNES, Airbus Safran et l'italien ELV. Ils englobent la fusée et la base de lancement pour un total d'environ 3,5 milliards d'euros. En France, c'est la crise du porc qui fait les grands titres. La filière est en crise. De nombreux exploitants sont surendettés, victimes de l'effondrement des prix. Et c'est pour les soutenir que plusieurs chaînes de la grande distribution ont accepté de maintenir leur prix d'achat à 1,40 € le kilo, soit le coût de production. Mais d'autres enseignes refusent de suivre le mouvement. Le gouvernement tente, lui, d'éviter une nouvelle guerre des prix. Nous suivons de près l'évolution des prix auxquels se sont engagés les industriels et la grande distribution, et il faut garantir ce niveau de prix. Et il faut bien sûr garder en tête ces engagements, les respecter. Nous voulons ouvrir aux éleveurs, nous en avons parlé d'ailleurs ce matin, de nouveaux débouchés à l'export. Des nouvelles des cours du pétrole. La chute se poursuit, moins 5% hier à New York pour le baril WTI à 43,08 $, un niveau jamais vu depuis mars 2009. Le Brent, référence européenne du brut, est lui tombé à 48,83 $. Alors toujours les mêmes ingrédients, surabondance de l'offre et ralentissement de l'économie chinoise avec en plus désormais la baisse du yuan. La demande devrait toutefois repartir à la hausse cette année. Mais d'après la Banque mondiale, le grand retour de l'Iran sur le marché provoquera sans doute une nouvelle forte baisse des prix de l'or noir. Et puis, en parlant de l'Iran, aux États-Unis, Barack Obama et John Kerry font tout pour convaincre le Congrès US de ratifier l'accord conclu sur le nucléaire iranien le mois dernier. Nouvel argument du secrétaire d'État américain, un rejet de l'accord pourrait nuire à la crédibilité de son pays et menacer au final la position du dollar comme monnaie de réserve internationale. Si nous nous retournons et rejetons l'accord, puis nous leur disons « de toute façon, vous devez obéir à nos règles sur les sanctions », eh bien, mes chers amis, vous qui êtes dans les affaires, voilà une recette très rapide pour que le dollar américain cesse d'être la monnaie de réserve du monde. Il n'y aura donc pas eu d'alternative. 6 mois après son triomphe électoral et ses promesses de mettre fin à l'austérité, Alexis Tsipras s'apprête lui aussi à administrer une profonde cure de rigueur à son pays, la Grèce. A-t-il seulement eu le choix? Les coupes budgétaires, c'était une fois de plus la condition des créanciers au déblocage d'un 3e plan de sauvetage devenu vital et dont Anthony Lesme nous résume les termes. Il est loin le temps des psychodrames. Le discret Tsakalatos a négocié dans le calme et à peine en 1 mois un accord avec la Troïka. Pas moins de 35 mesures prioritaires devront être votées en Grèce. Élimination progressive des pré-retraites, dérégulation du marché de l'énergie, mise en place d'un fonds de privatisation, fin de certaines niches fiscales ou encore réforme de l'administration. Des décisions impensables il y a seulement 2 mois du temps de Yanis Varoufakis. En échange, la Grèce recevra 86 milliards d'euros sur 3 ans. Très rapidement, 25 milliards seraient débloqués, dont 10 milliards seraient consacrés aux banques grecques. Des banques au bord du chaos. Pour l'heure, Bruxelles rappelle que l'accord n'est pas encore scellé. Obtenu jusqu'ici est un accord au niveau technique, un accord atteint par le personnel des institutions et les autorités grecques à la suite de semaines de négociations. Nous ne disposons pas d'un accord politique à l'heure actuelle et c'est ce dont nous avons besoin. L'accord doit être encore ratifié par l'Eurogroupe et les différents parlements de l'Union européenne.
De nombreux détails doivent être encore discutés. L'Allemagne souhaite durcir au maximum les termes de l'accord avant de procéder au vote. Le président Juncker a été en contact étroit avec les équipes sur le terrain. Il a également eu une conversation téléphonique hier avec le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, et il va s'adresser aujourd'hui à la chancelière allemande et au président français. L'austérité et la libéralisation à marche forcée semblent le seul remède proposé par la Troïka. Affaibli par un recul de 25% du PIB en 5 ans, une dette écrasante et un chômage endémique, la Grèce s'est de nouveau engagée pour plusieurs années de rigueur. Pour quel résultat, l'avenir le dira. Reste que la Troïka est optimiste et table sur un excédent budgétaire hors intérêt de la dette de 3,8% en 2018. Des créanciers toujours autant convaincus du bien fondé de leurs recettes à base de restrictions budgétaires bien sûr, sans réels outils de relance. Allez, il est temps de passer au dossier du jour. La Chine, pourquoi ces deux dévaluations consécutives du yuan? Moins 2% mardi, moins 1,6 ce mercredi. C'est la plus forte vague de dépréciation depuis 1994. Et la monnaie chinoise se retrouve à son plus bas niveau en 4 ans face au dollar. Alors pour expliquer ces décisions fortes, il suffit de regarder peut-être les chiffres, croissance, production, exportation. Le rythme s'essouffle et en réaction, Pékin a donc choisi l'interventionnisme. On écoute d'abord cet analyste. Si la Chine dévalue le yuan, je pense que les autres pays vont dévaluer leur monnaie pour rester compétitifs. Peut-être que le yen japonais descendra à 130 yens pour $1. Les données macroéconomiques ne sont pas bonnes du tout. Elles montrent que l'économie chinoise ralentit. L'espoir, c'est que les exportations soient secouées ou boostées par la dévaluation. Les salaires en Chine sont 5 fois plus élevés qu'au Bangladesh, au Vietnam ou en Indonésie. Donc le yuan n'en est aucun cas sous-évalué. En fait, avec les dévaluations des monnaies du sud-est asiatique, le yuan est même surévalué. Le yuan sur ou sous-évalué, tout dépend d'où on se place, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. On accueille pour en parler nos deux invités, Dr Franck Khalifa, bonjour. Bonjour David. Professeur certifié hors classe d'économie, et l'analyste Laurent Hatchouel. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors on va revenir d'abord, si vous voulez bien, sur ce qui a poussé les autorités chinoises à dévaluer 2 fois consécutivement le yuan. C'est d'abord les mauvais indicateurs, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'abord ça peut-être qui explique, Franck Khalifa? Les mauvais indicateurs, les indicateurs macroéconomiques, notamment cette déprime de la demande européenne et la baisse des exportations en direction des États-Unis. Mais nous verrons comment il faudra relativiser cette dévaluation. Laurent, les exportations aussi, c'est l'axe numéro 1. Exactement. La Chine a essayé de relancer sa consommation intérieure à travers la dette, l'immobilier, ouverture de la bourse aux petits spéculateurs. Ça n'a pas marché. Elle baisse sa devise pour rendre ses produits moins chers. Sa stratégie habituelle. Elle voit son avenir, en tout cas à court et à moyen terme, à travers le développement des exportations plutôt que par la demande interne. Ça, elle n'a pas réussi. Donc elle va essayer de relancer la machine des exportations. Et pour cela, elle a baissé sa monnaie, la valeur de sa monnaie. Franck Khalifa, il est question de compétitivité, on est d'accord. C'est vraiment là-dessus que ça se joue. Compétitivité externe, puisque la Chine est le premier exportateur mondial, il faut le savoir, devant l'Allemagne. Mais il faut savoir aussi que la Chine joue intelligemment le canevas de la consommation intérieure, comme le disait tout à l'heure mon collègue. Donc effectivement, il faut relancer cette consommation intérieure. Elle veut à la fois soutenir l'économie de l'intérieur et ne pas perdre... C'est pas en baissant le yuan qu'on va relancer la consommation intérieure. Il faut bien expliquer, on ne baisse pas le yuan, il s'agit d'une dévaluation. C'est-à-dire que le yuan, il est rivé au dollar et il est dévalué de façon unilatérale par les autorités de 2%. Donc, ce yuan, comme on l'a expliqué, était déjà surévalué. Donc, il faut savoir... Un flottement de 2%, vous dites. Oui, c'est un flottement autorisé dans cette bande de fluctuation. Voilà. Bien sûr. Donc, il était déjà surévalué du fait, justement, de l'augmentation du coût. C'est l'inverse de ce que disent les Américains. L'impact, justement, sur les marchés financiers, on a vu que Wall Street, hier, était un petit peu inquiet. Ça va continuer, vous pensez? On est parti, c'est la deuxième question, finalement, on est parti vers une guerre des monnaies. Alors, ça va continuer parce que ça crée une instabilité. On ne sait pas trop où le gouvernement chinois, la banque chinoise va s'arrêter. La troisième guerre mondiale a commencé, c'est la guerre d'échange. Ouais. C'est sur le terrain économique que ça se joue. Les États-Unis ont fait une politique monétaire, ont dévalué leur monnaie de près de 30%. Ensuite, le Royaume-Uni a suivi. La Banque centrale européenne a fait baisser l'euro. Le Japon a fait baisser le yen. On voit que
c'est une guerre qui se joue sur le terrain économique. Tout le monde essaie de faire baisser sa monnaie pour rendre plus attractifs ses produits à la vente depuis ces dernières années. Vous comprenez ces inquiétudes des Américains et des Japonais. Alors, je me permets de ne pas être d'accord avec Laurent. Si vous voulez, une monnaie ne baisse pas comme ça. On l'avait signé tout à l'heure, c'est un paradoxe. En fait, la Chine ne fait que répondre à l'exigence du FMI de rendre sa monnaie plus utilisable dans le monde. On voit bien qu'il y a une puissance chinoise qui s'avance pour affirmer le yuan comme une monnaie internationale à côté du dollar. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le FMI était plutôt satisfait. C'est comme ça qu'en étant rivé par rapport au dollar, le yuan trouve une véritable légitimité en tant que monnaie internationale. En ce qui concerne, il n'y aura pas de monnaie. On est dans une gestion déguisée du taux de change et les gros de ce monde vont se partager le monde, la Chine et les États-Unis. Alors on reparlera peut-être du FMI tout à l'heure. Il y a un impact aussi sur le marché des matières premières, forcément, vu que la Chine est un gros consommateur. Absolument. Alors là, c'est intéressant. Ce qui s'est passé, c'est totalement irrationnel. Il y a eu une chute des métaux, du cours des métaux. Alors, on sait que la Chine est un gros consommateur, le plus gros consommateur du cuivre, de l'aluminium en particulier, puisqu'on construit beaucoup en Chine, on a besoin de faire des fils électriques, etc. Mais justement, voilà où est la réponse, c'est que le fait de relancer cette consommation intérieure va, dans un deuxième temps, devrait faire remonter ces cours du cuivre et de l'aluminium. Alors, on verra. Peut-être. Voilà. La Chine consomme effectivement 50% des métaux dans le monde. Et cette baisse des matières premières est liée justement à la baisse de la croissance qu'on voyait poindre, on en avait parlé ensemble, depuis quelques années. Le taux de croissance de la Chine se situerait plutôt entre 2 et 3%, plutôt qu'à 7%. Donc baisse de la consommation des métaux. Ils essaient de relancer la machine à travers le change. Est-ce que ça va marcher? On verra dans les prochains mois. Et effectivement, si ça marche, le prix des matières premières remontera. Pour l'instant, le pétrole a atteint un plus bas. Il y a un impact qui est visible fortement dès aujourd'hui sur les matières premières. Exactement, parce que les gens, le monde s'inquiète de quel est l'état réel de l'économie chinoise. Alors dans tout cela, la question c'est aussi quid finalement des ambitions de Pékin de faire de sa monnaie une monnaie internationale. Est-ce que ces mesures, c'est de nature à favoriser ce mouvement ou au contraire à refroidir un petit peu? Sur le moins, on est très très loin. Qu'est-ce qui fait qu'une monnaie devient une monnaie internationale? C'est une stabilité politique, une stabilité au niveau économique. Là pour l'instant, le yuan est décidé par le niveau du yuan est décidé par la banque chinoise. Ça peut durer encore longtemps, vous pensez, cet encadrement justement? Je pense que ça va durer encore longtemps parce que la Chine n'est pas prête à libéraliser comme le voudrait le FMI. Quitte à fausser les règles du jeu un petit peu, Franck Khalifa. Moi, je vais partir d'une autre analyse. Je veux dire que quand même, n'oublions pas que la Chine est le pays qui a les plus grosses réserves au monde de change. Ce qui fait... 3 000 milliards de dollars. Ouais. Exactement. Et de plus, c'est elle qui finance le déficit américain. Donc... même si elle n'a pas ces règles qui caractérisent une monnaie internationale, elle se comporte comme une monnaie internationale et elle tend à se comporter comme une monnaie internationale. Exactement, mais pour attirer la confiance des investisseurs, pour devenir cette monnaie internationale qu'elle voulait devenir à la place du dollar, ça requiert d'autres choses, d'autres facteurs que juste avoir ces 3 000 milliards de dollars de réserves qu'a acquises la Chine en achetant des dollars depuis des années. On aura l'occasion d'en reparler sans doute, c'est la fin déjà de ce débat. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Merci. On va passer tout de suite au Media Watch. Et on va reparler de Google et forcément d'Alphabet maintenant, la nouvelle holding qui chapeaute désormais le géant de l'Internet. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. On a un petit problème Johanna, ce nom Alphabet est déjà utilisé. Effectivement, Alphabet c'est déjà le nom d'une filiale de BMW, une société qui est spécialisée dans l'autopartage et la location longue durée pour les particuliers mais aussi pour les entreprises. Le constructeur automobile allemand est donc en train d'examiner les possibles implications en termes de marque déposée. Il a cependant précisé qu'il n'avait pas l'intention de porter plainte contre Google, en tout cas pour le moment. Et pourquoi pas un accord bientôt. On poursuit Johanna avec une fraude qui vient d'être révélée. En 5 ans, ces auteurs auraient empoché 100 millions de dollars. Oui, les autorités américaines viennent d'engager des poursuites entre février 2010 et mai 2015. Plusieurs hackers ukrainiens auraient réussi à subtiliser des communiqués d'entreprises pas encore publiés, des documents volés pour le compte de traders, d'une trentaine de traders principalement américains, ce qui leur permettait d'avoir accès à des informations importantes et surtout avant tout le monde, et donc d'anticiper, d'agir en conséquence, autrement dit d'acheter ou de vendre des titres en
fonction de ce que les entreprises s'apprêtaient à annoncer. Résultat, avec quelques 150 000 informations dérobées en 5 ans, un petit peu plus de 5 ans, ils ont réussi à empocher environ 100 millions de dollars. Parmi les sociétés visées, il y avait notamment Boeing, Ford, Netflix ou encore Bank of America. Du gros calibre, impressionnant. Et puis vous nous parlez d'une offre alléchante signée Wikileaks. Oui, Wikileaks a jeté son dévolu sur le TAFTA, le traité de libre-échange transatlantique. Et pour s'offrir ce document dans son ensemble, eh bien, Julian Assange est prêt à dépenser beaucoup d'argent, puisque sur son site internet, il promet 100 000 dollars à celui qui lui remettra. Et pour obtenir cette somme, il a d'ailleurs lancé une récolte auprès de donateurs. Et pour la petite anecdote, David, parmi ceux qui ont déjà participé, il y a notamment Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, qui n'en finit pas donc de faire l'actualité. Merci beaucoup, Johanna, et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec cette fois le Liban. On n'a pas pu le faire aujourd'hui, comme prévu. Toutes nos excuses. L'info continue. Restez avec nous.